Bonjour à tous et bienvenue pour cette avant-dernière conférence de cette première journée de l'AISCOP. Tout au long de la journée, nous allons parler de l'utilisation de l'IA pour le marketing, pour mieux comprendre son marché, pour augmenter son CRM, pour mener des meilleures campagnes de contenu, d'acquisition. Et là, nous allons plonger dans un univers que je trouve fascinant. Nous allons parler de storytelling de marque. Et donc, Frédéric Raillard, eh bien, tu vas nous expliquer comment, au final, l'IA peut potentiellement augmenter notre univers de marque. Donc, je vous laisse en d'excellentes mains avec Frédéric Raillard. Très bonne conférence à vous. Merci. Alors, j'espère que le signal est bon. Je suis en Californie à la montagne, donc ça capte parfois pas très bien. J'espère que quelqu'un me dira si jamais le signal lâche. Je suis heureux d'être là et de partager un petit peu avec vous mes premières expériences sur l'IA. Alors, il est 7 heures du matin, donc je vais essayer de me réveiller. En fait, ce que je voudrais faire, c'est faire un truc très, très, très honnête, c'est-à-dire pas vendre la AI à tout prix. Je suis pas là pour vendre la AI parce que franchement, il y a autant de choses bien que de choses pas bien. Hein. Donc, et moi, j'aime bien dans l'esprit chinois, j'arrive de Chine et j'aime bien dans l'esprit chinois le côté thèse-antithèse. On n'a pas besoin de faire de synthèse forcément. Et je trouve qu'on est vraiment face à un truc un peu, vraiment un truc exceptionnel qui est en train de se passer dans notre industrie, c'est sûr. Globalement, dans notre société, c'est un changement de société. Hein. Et donc, je voudrais simplement vous raconter un peu la journey, comme on dit ici, comment moi j'en suis arrivé à me passionner pour cet outil et surtout le faire honnêtement, c'est-à-dire vous dire par quoi je suis passé, parce que c'était pas forcément facile. Je pense que beaucoup de gens se posent encore la question de est-ce que c'est bien ou pas, est-ce que j'y vais ou pas, ou ont peur d'y aller parce que c'est de la tech et que la tech c'est pas forcément facile pour tout le monde. C'est plus facile pour les plus jeunes, mais pas forcément toutes les générations. Et donc il y a et puis il y a aussi beaucoup de peur aussi dans notre industrie parce qu'on se rend compte déjà à quel point la AI est en train de ravager des pans entiers de l'industrie. Il y a une création de valeur, c'est sûr, mais il y a aussi une destruction de valeur qui est importante, hein, qu'il ne faut pas nier. Et je dirais même une destruction de valeur extrêmement rapide hein, dans certaines industries, hein, notamment la production, par exemple. Et donc, quand on parle de AI, d'IA, il faut vraiment être vraiment conscient de tout ça et pas être indécent par rapport au sujet. Donc, moi, j'essaye vraiment, quand j'en parle, d'être juste, quoi. J'essaie d'être juste sur ce qui est bien, pas bien, mais et d'être conscient. Et nous, on parle beaucoup chez Imagination d'être conscient, d'être AI conscious. Et puis aussi, on se rend compte, là c'est ma petite intro, après je vais vous montrer le texte, mais on se rend compte aussi que voilà, qu'il va falloir s'adapter, que ça va pas être facile, et on se rend compte que elle est aujourd'hui c'est inarrêtable parce que c'est un sujet militaire. Donc à chaque fois que l'Amérique ralentit, la Chine avance. À chaque fois que la Chine ralentit, l'Amérique avance. Et donc à partir du moment où c'est un sujet militaire, il est inarrêtable. Et donc, on est dans une espèce de course en avant. Donc, notre société va être autour de l'IA, c'est sûr. C'est-à-dire que là, ils sont en train de bosser sur AGI. Et AGI va, donc, cette méga intelligence qui va être plus intelligente que chaque individu et probablement que l'ensemble des individus ensemble. Et donc, va revisiter tous les pans de la société, c'est certain. C'est-à-dire que ça va revisiter l'éducation, l'urbanisme, la recherche, le spatial, absolument tout ce qui nous entoure, et pourquoi pas le politique aussi. Musk disait, sans rentrer dans des débats sur ce politique, mais Musk, sur l'AI, il est intéressant, et il disait que la question, c'est pas le prochain président, c'est un peu provocateur, bien sûr, mais c'est pas le prochain président après Trump, c'est quel AI va diriger le pays. Et c'est pas faux complètement. C'est pas vrai complètement, c'est pas faux complètement. C'est-à-dire que on va être assisté dans toute notre vie, tous les pans de notre vie par l'IA. Et donc, c'est un sujet majeur, en fait. Hein. Et pour une industrie, je dirais, un peu fragile comme la nôtre, comme le marketing et la com, bah, c'est un sujet plus que majeur parce que c'est un tsunami, en fait, qui est en train de... On a des phrases un petit peu... Alors, il y a beaucoup de punchlines de la part des vallées, notamment la Silicon Valley, mais par exemple, Sam Altman qui dit que 95% des jobs du marketing et de la com vont disparaître. C'est sûr que c'est impressionnant quand on entend ça, et c'est pas forcément excitant pour tout le monde. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est de rentrer dedans parce que c'est inarrêtable, et en même temps de se poser la question quand même, est-ce qu'il n'y a pas une voie pour construire une société dans laquelle l'IA est partout, parce qu'elle sera partout. Bezos dit par exemple que c'est un peu liquide l'IA, c'est-à-dire que lui, 95% de son temps, c'est l'IA.
et il dit qu'en fait, elle va s'immiscer partout, en fait, dans absolument toute notre vie et toutes les industries. Donc, en fait, la question, c'est vraiment comment est-ce qu'on arrive à définir et construire une société dans laquelle l'IA va être absolument partout. Et pourtant, une société qui quand même laisse une place à l'individu, nous laisse encore une place, qu'on ne se sente pas complètement obsolète non plus. Et donc, c'est ça tout l'enjeu. Donc, c'est un truc passionnant. Donc, je vais rentrer un peu dans le détail de ma presse. Donc, je commence, j'espère que vous voyez tout. L'outil est bien, je pense que vous voyez le titre. Alors, juste avant, je voudrais me présenter juste pour ceux qui veulent connecter avec moi. Je suis sur les médias sociaux, toujours avec cette photo-là, avec mes 3 fils. Donc, je vous laisse un peu de temps si vous voulez flasher pour connecter sur LinkedIn. Donc, voilà, si vous voulez, tous ceux qui me connecteront avec moi, je les accepterai, là, ceux qui sont dans cette conf. Et voilà, et donc, c'est une photo que mon épouse a prise à Shanghai avec mes 3 fils au karaté. Et alors, je commence ma presse. Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a des créatifs peut-être dans l'audience, c'est-à-dire des gens du marketing, des marques et aussi des créas. Et moi, je viens du monde créatif, hein, donc ça a été toute ma vie d'être sur les plateaux, d'écrire avec Farid pendant 10 heures par jour au début, 12 heures par jour, on écrivait. Et ensuite, on était passionné par ça, par l'écriture de format court. Et ensuite, les tournages, donc avec la magie du tournage qui pouvait se passer, etc. Mais surtout, on a eu la chance de fréquenter des très grands créatifs, comme Alessandro Michele, comme Farrell, comme Lagarfeld, La Chapelle et autres. Et donc, on a eu cette chance-là, et donc de comprendre à quel point ça avait une valeur, la création, et à quel point les créatifs, les cerveaux, quand je dis créatif, c'est pas forcément le job, hein, c'est les cerveaux créatifs. Et il y en a partout, il y en a au commercial, à la stratégie, il y en a chez les annonceurs. Je parle du mindset créatif. Mais on a pu vraiment value à quel point les créatifs pouvaient apporter quelque chose. Mais une vraie valeur, c'est-à-dire qu'on a vu à quel point mettre un bon créatif sur une marque pouvait changer vraiment le destin de cette marque et créer de la valeur. Et donc, et nous, on était persuadés de ça. C'est-à-dire que d'ailleurs, chez FF, on a toujours mis en CEO de toutes les boîtes des créatifs, ce qui n'est pas forcément une aide en business. C'est une boîte qui marche un peu à l'envers parce que c'est les créatifs qui décident de tout. Mais en même temps, pour nous, c'est un peu un combat. C'est-à-dire, c'est notre petit combat, notre petite échelle. C'est-à-dire qu'on pense que la société serait meilleure s'il y avait des créatifs en haut de la société. Si pour le maire de notre petit village dans le sud, c'était un directeur artistique, on aurait peut-être un meilleur village. Et nous, on pense ça. On pense que il y a pas forcément, on ne gagne pas forcément à voir les politiques et les financiers en haut de la société, comme aujourd'hui, et surtout la finance. Et on est un petit peu dans ce combat un peu, et donc un petit peu naïf et un petit peu, comment dire, idéaliste, mais c'est sincère chez nous, c'est-à-dire qu'on a toujours pensé que ce serait bien en fait d'écouter un peu plus les créatifs. Et on s'est battu toute notre vie en fait pour pousser en fait les annonceurs et puis le monde du commerce, vraiment de l'industrie, quoi, à valoriser ça, et à valoriser ce que pouvait être une idée créative. Et il y en a dans toutes les agences. Je suis pas là pour faire du prosélytisme FF. Il y a des très grands créatifs partout. Mais nous, on y croit en fait. On y croit vraiment. Et donc quand la AI est arrivée, c'était pas forcément une bonne nouvelle. C'est-à-dire que moi, je me rappelle mon premier prompt. Donc, j'avais la chance de vivre à Los Angeles. Et à Los Angeles, enfin, toute la Californie, on est exposé à la tech, mais de façon beaucoup plus tangible qu'à Paris, par exemple. Parce qu'elle est partout. C'est-à-dire qu'on a avec Waymo, on a les taxis sans chauffeur, on a des petits robots qui livrent à Santa Monica. Et moi, j'arrivais de Chine avant, pareil, la tech, elle est partout. Et donc, j'étais exposé vachement tout à ça. Et en fait, la première semaine de GPT, moi, j'ai joué avec. Et je me rappelle, j'étais avec mes enfants dans le dressing, et on est resté en fait jusqu'à 3 heures du matin dans le dressing à prompter en fait, et à essayer cet outil. Et moi, j'étais fasciné parce que mon premier prompt, c'était de demander en fait à GPT un dialogue entre une vieille Porsche 911 et une nouvelle Tesla. Et sincèrement, j'ai espéré que ce soit une mauvaise réponse. Et en fait, c'était une très bonne réponse. C'est-à-dire que c'était drôle, c'était bien, c'était drôle, c'était frais. Après, j'ai joué un tout petit peu, j'ai ajusté le prompt, etc. Et vraiment, assez rapidement, je suis arrivé à un dialogue qui était vraiment génial, quoi.
Et en fait, ça m'a fait de la peine, ça m'a pas fait du bien, en fait. Et je pense que beaucoup peuvent relate, beaucoup de créatifs ici. C'est pas forcément agréable quand on voit que la machine, en fait, arrive à être performante sur ce qu'était notre petite magie, en fait. Hein. Et donc, en fait, c'était... moi, j'ai eu l'impression que mon monde s'effondrait. Et j'ai appelé mon copain Tony Kaye, le réalisateur de American History X, et je lui ai dit... et à l'époque, on ne parlait pas d'AI artist, ça n'existait pas le nom. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu deviennes AI artiste parce que tu es tellement conceptuel et je pense que tu peux vraiment épouser l'outil. Et en fait, il m'a pas du tout adhéré. En fait, il m'a dit, non, moi, Fred, moi, c'est la matière que j'aime, c'est les notes de musique, la guitare, c'est la peinture, la matière et tout ça, ce que je respecte. Hein, donc, et on a raccroché et j'ai demandé à ce moment-là à GPT de recréer le dialogue entre Tony et les studios à Hollywood quand ils se sont engueulés sur le montage d'American History X. En fait, il y avait Edward Norton et les studios d'un côté, il y avait Tony de l'autre qui avait une autre vision sur le montage. Et c'est une engueulade un peu historique à Hollywood qui a un peu blacklisté Tony malheureusement parce qu'il a un talent exceptionnel. Mais il s'est fait un peu blacklister à ce moment-là. Et donc je lui envoie le dialogue en fait. Et en texto, il me rappelle. Et il me dit mais c'est quoi? Parce que tellement le dialogue était juste en fait sur vraiment la quintessence de leur engueulade. Et je dis c'est GPT, we're dead. Et donc et moi, enfin, voilà, ça a commencé comme ça, mon rapport avec la AI. Donc, et je pense que d'autres gens peuvent relate. Je pense que des avocats doivent se le dire en ce moment. Je pense que des gens du marketing doivent se le dire. Je pense qu'il y a beaucoup de professions aujourd'hui, des médecins aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de professions qui se disent, mais attends, mais ça va où tout ça? Et donc, c'est assez marrant et c'était assez paradoxal parce que d'un côté, je trouvais, qu'on a commencé à jouer avec Midjourney, tout ça. Midjourney, c'est un peu le Napster du truc, c'est eux qui défoncent toutes les portes. Enfin, au début, en tout cas, au début de la GNI, c'est eux qui défonçaient toutes les portes. Et donc, on s'est un peu passionné pour ça, pour Midjourney. On est rentré un peu dans Midjourney. Et c'est marrant parce qu'à la fois, ça me paraissait vraiment loin. Parce que il y a une petite phrase de Pesquet que j'aime bien. J'ai entendu dire un jour que quand on va dans l'espace pour la première fois, c'est-à-dire quand on est dans la capsule spatiale et quand on doit sortir de cette capsule spatiale pour aller fixer un truc à l'extérieur, comme on voit des images parfois, en fait, comme notre cerveau se trouve, enfin, perd tous ses repères parce qu'il n'y a pas de haut, de bas, de droite et de gauche, en fait, perd ses repères pour la première fois, en fait, le cerveau envoie le signal à tout le corps qu'on est en train de mourir. Et en fait, c'est un truc qu'on ne peut pas contrôler. Et les astronautes sont préparés à ça intellectuellement, à cette sensation, parce que soudain, le cœur s'accélère, on se met à transpirer, etc. Enfin, il y a un truc de panique qui est envoyé dans tout le corps. Et parce qu'on a perdu ses repères, en fait, complètement. Et en fait, il n'y a aucune solution. La seule solution, c'est de ressortir une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Petit à petit, le cerveau de l'astronaute comprend qu'en fait, il n'est pas en train de mourir. Et en fait, on arrive à dépasser ce truc-là. Et donc, j'aimais bien cet exemple parce que je me disais, à dose homéopathique, c'est un petit peu ce que j'ai vu chez des créatifs, parfois des grands créatifs, quand ils se mettent devant cette espèce de boîte-là, pour marquer, donc pour prompter, cette espèce de petit rectangle. Et c'est en fait assez fascinant parce que on peut tout prompter. Mais tout. On peut prompter une société en l'an 3000 avec 200 vaisseaux spatiaux et puis 4000 figurants. On peut prompter ce qu'on veut, en fait. Et en fait, cette sensation de pouvoir tout faire, elle est proche de rien faire, en fait. Il y a un truc, il y a un vertige, en fait. Et moi, j'ai vu des gens être complètement, des bons créatifs, être complètement bloqués devant le prompting. Et donc, pas savoir trop comment faire, comment gérer ce truc-là. Et en fait, il n'y a qu'une chose à faire, c'est de continuer. Il faut prompter encore et encore et encore et s'habituer un petit peu au truc. Et c'est la seule façon, en fait, de passer ce sentiment. Mais c'est pas rien, en fait. C'est pas rien. C'est vraiment un truc important. C'est vraiment une nouvelle façon de créer qui est importante. Donc, ça me paraissait si loin de nous. Et en même temps, dans tout ce que je voyais, ça me paraissait quand même très, très proche au niveau des jobs que ça allait couper, en fait. Et donc, assez vite, en fait, je projetais un petit peu à la Black Mirror ou à la Aldous Huxley. On prend une trajectoire, en fait. On essaie de pousser cette trajectoire un petit peu plus loin, un cran plus loin, 2 crans plus loin, 10 crans plus loin, pour voir où nous emmène cette trajectoire. Et je me disais quand même, c'est quand même vertigineux, en fait, ce qui est en train de se passer. Donc j'avais cette sensation, c'est très loin de moi, c'est très loin de nous, et en même temps, c'est hyper proche dans les conséquences sur nos vies. Et donc, une espèce de malaise de ce sentiment un peu paradoxal. Et après, donc moi, je suis passé par une phase, je vous le dis franchement,
de colère, de déprime, je sais pas, de sensation d'être, voilà, je voyais le futur, je me disais, on va être complètement inutile en fait. Les inutiles hein, dont on entend beaucoup parler, l'idée de devenir obsolète, je pense que vous avez tous lu dessus. Et on parle d'une caste d'inutiles. Hein. Yuval Noah Harari parle d'une caste d'inutiles qu'on est en train de créer et on en fait partie, honnêtement. Hein. Et donc, ouais, donc c'était assez foudroyant. Et moi, j'étais dans un truc un peu dark à ce moment-là. Je me suis dit, bon, finalement, toutes mes valeurs et tout ce pourquoi je me suis battu, en fait, est en train de s'effondrer. Et c'était pas agréable. Et ensuite, j'étais en Chine et je suis allé voir Feng, mon ami en Chine, parce qu'on a un FF, pour ceux qui ne le connaissent pas, il y a un FF aussi en Chine. Et alors, pour ceux qui connaissent Shanghai, enfin, c'est extraordinaire, je vous encourage tous à y aller. C'est une ville qui est portée vers le futur. C'est un peuple, d'ailleurs, qui est porté vers le futur. Les deux sont bien. Hein. C'est bien d'être porté vers le passé, comme nous aussi en France. C'est bien d'être porté vers le futur. C'est bien d'avoir les deux. Mais en tout cas, eux, ils sont vraiment sur le futur. Et d'ailleurs, c'est le peuple qui a le plus confiance dans toutes les études, dans le futur, en fait. Et donc et en fait, dans la mentalité chinoise, il y a moins le qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère et tout ça. Il y a moins ça. Il y a plus, il y a un nouveau truc qui sort, tout le monde va l'essayer. Et assez rapidement, on se demande est-ce qu'on peut faire de l'argent avec ou pas. Et on sort de la pièce si on ne peut pas faire d'argent. Mais c'est assez marrant parce qu'il y a moins d'état d'âme, on va dire. D'état d'âme, j'aime bien ce mot d'état d'âme. Et il y a moins d'état d'âme, en fait. Et en fait, donc j'arrive dans l'agence là-bas et mon associé Feng avait déjà organisé, au lieu de se plaindre et de chouiner comme moi, il avait organisé une exhibition qui s'appelait AI Imagination, et avec 100 AI artistes, donc des AI artistes dans l'agence, et puis il avait pris la galerie en bas de l'agence, et c'était couvert d'images incroyables. Et moi, c'était vraiment... en fait, je me suis pris une claque en me disant, je réagis pas bien, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment posé des questions sur cette carte qu'on avait quand on était gamin à l'école. Et on arrivait, cette carte du monde, il y avait la France au milieu, les États-Unis à gauche et l'Asie à droite. Et vraiment, je me suis dit, mais elle est tellement fausse, cette carte. Parce que le monde aujourd'hui est façonné par les technologies. C'est-à-dire les grands mouvements qu'on peut voir culturels naissent en fait des médias sociaux et de la technologie. Donc la technologie, elle est en amont aujourd'hui de tout ce qui se passe dans la société, y compris de la politique, qui suit ces grandes tendances qui au départ naissent de la technologie et de ce que la technologie crée dans l'évolution de nos relations en fait. Et donc, en fait, la carte est fausse. On devrait mettre le Pacifique au centre et on devrait, voilà, les îles Pacifiques au centre, on devrait avoir à gauche la Chine, à droite la Californie, les États-Unis, et puis après, à l'extrême droite, le reste du monde, l'Europe, l'Afrique et le reste du monde. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, on est passé un petit peu de Atlantic Time à Pacific Time. Et c'est important de le comprendre. Et moi, je l'ai vu très concrètement, c'est-à-dire que, en fait, j'ai fait un spin-off en fait, de FF. Et donc, j'ai demandé simplement en interne qui était intéressé par la AI. Bon, c'était au tout début, hein, vraiment. Et c'était pas évident de convaincre, en fait. Et il y a une résistance naturelle de Paris, et que je comprends, elle est culturelle, c'est-à-dire qu'on est plus tourné vers le passé. Et il y a du bon là-dedans, il y a du bon, parce qu'on préserve le passé de façon exceptionnelle en France. Il y a du mauvais aussi, c'est que parfois on rate un peu le futur, parce qu'on est trop tourné vers le passé. Et il faut trouver the right balance, voilà. Mais on est un peu extrême. Et donc en fait, j'ai eu très très peu d'enthousiasme de Paris ou de New York, parce qu'à New York, il y a beaucoup de Parisiens. Et finalement, l'enthousiasme, je l'ai eu de Californie et de Chine, en fait. Et donc, on a fait un spin-off, finalement, chino-californien. C'est pour ça que je pense à ça. Je pense que culturellement, le monde a évolué. Et donc, 26 personnes, on a recruté 26 personnes en interne. Et en fait, tout le monde parlait de AI sur LinkedIn. Et je me disais, mais en fait, tout le monde en parle et personne n'en fait, en fait, j'ai l'impression. Ou alors, quand les gens font un truc, ils le postent tout de suite et ils braguent un peu avec ça, etc. Et donc, je me suis dit, on va pas faire ça, on va bosser, on va se faire notre propre opinion et on va simplement essayer de façon très itérative, on va essayer et on va essayer toutes les IA possibles ouvertes sur le marché qu'on pouvait utiliser. On va se faire notre propre opinion, puis on va se créer une culture, parce que je me rendais bien compte que ça évolue tellement vite que la jouer solo, c'est aller droit dans le mur. Il faut vraiment partager l'expérience, partager les petits secrets de prompting qu'on a. Je me rendais compte qu'il faut vraiment qu'on rentre dans une dynamique comme ça et qu'on partage, quoi.
Et surtout à l'époque, c'était très important. Il y avait les flags ou ce qu'on appelle les modifiers en fin de prompt, mais qui vraiment c'est tout le prompt en fait. Il y a une petite magie qu'il fallait aller chercher sur des sites, sur Reddit et Discord, aller choper les informations, les partager. Donc on a bossé comme ça pendant 1 an. On a essayé à peu près tout ce qu'on pouvait essayer. On s'est fait notre propre opinion. Et en fait, avec cette sensation de plus on avançait, plus on se disait de toute façon, c'est impossible de résister à ce qui se passe en ce moment. Honnêtement, c'est better, faster, cheaper, more sustainable. Notre industrie, elle peut résister à un truc moins cher, c'est sûr, parce que nous, on amène de la qualité, blabla, etc. On peut résister à un truc plus rapide. Encore une fois, on amène de la qualité, donc on est plus lent. Mais better, quand je dis better, c'est pas mieux sur tout, attention, hein, mais meilleur sur plein de choses, pas encore sur tout. Je pense un jour bientôt. Mais en tout cas, c'est meilleur. Donc, c'est better, faster, cheaper et more sustainable. Parce que c'est vrai qu'il ne faut pas le nier, c'est high energy consumption. C'est vraiment, l'AI consomme beaucoup. Mais en même temps, pour tous ceux qui ont fait des tournages, je pense que vous pouvez relate. C'est-à-dire qu'en même temps, ce sera toujours plus sustainable que de mettre des avions, aller sur des tournages, mettre des taxis, des groupes électrogènes, etc. etc. Donc comment peut-on résister à ça? C'est impossible. Notre industrie ne peut pas résister à ce qui se passe en ce moment. Et il y a une phrase en Amérique qui est « When you can't fight it, embrace it ». Voilà, et donc on est vraiment parti de là. On s'est dit, bon, c'est pas forcément bien ce qui est en train de se passer, pour personne d'ailleurs, ni pour les agences, ni pour les annonceurs. Mais en même temps, c'est impossible, on ne peut pas lutter, donc autant monter dans l'avion tout de suite, s'accrocher au dragon, même péniblement et même maladroitement, mais au moins être sur le dragon. Et donc on a été à fond dedans et on a généré en fait littéralement des centaines de milliers d'images, littéralement, puisqu'il y a des compteurs, vous savez, sur toutes les plateformes. Et on utilisait beaucoup Midjourney à l'époque. Et donc, on a fait des centaines de milliers d'images et puis une cinquantaine de vidéos, un truc comme ça. Et après, j'en ai curate avec des creative directors qui comprenaient l'AI et qui étaient intéressés. On a curate 4000 assets qu'on a uploadés sur un site qu'on a appelé AI Imagination, parce que c'est pas moi qui ai créé cette marque, c'est en Chine, du coup c'est mon associé chinois. Et je trouvais le nom génial parce que très simple. Et puis j'aime bien cette idée de l'imagination parce qu'il y a magie dedans, en fait. Et je pense qu'il y a un truc proche. Les faiseurs d'images, on était des magiciens à l'époque. Hein. Et donc, depuis toujours, en fait, les faiseurs d'images sont des magiciens. C'est quasiment les mêmes mots, image et magie. Hein. Et donc, j'aimais bien ce AI Imagination, en fait. Et donc, on est rentré dedans et on a tout essayé. Plus on essayait, plus on a pris goût, en fait, à cet outil. Et plus on s'est rendu compte, un peu comme dans le rêve, en fait. Dans le rêve, moi, je me rappelle de tous mes rêves. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de leurs rêves, mais vous savez, quand il y a un monstre, et si on fuit le monstre, il grossit, il est encore plus effrayant. Et quand on s'approche et qu'on engage un peu la conversation, il diminue, voire il devient petit puppy, tout mignon. Et donc, c'est un petit peu ça qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a un peu dompté, en fait, cette espèce d'animal un peu bizarre qui nous fait peur. Et c'est devenu un truc beaucoup plus petit et beaucoup plus sympa, en fait. Et en fait, on a pris du plaisir. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était une guitare. Alors, c'est une guitare un peu spéciale, un peu alien et un peu dangereuse. Mais quand même, c'est une guitare aujourd'hui. Demain, on va voir, mais aujourd'hui, quand même, ça reste un instrument. Et on aime bien cette image de l'instrument parce que c'est Egarty, pour ceux qui connaissent, qui est un des gourous de la pub anglaise, qui avait raconté cette histoire que j'aime beaucoup, qui dit que la technologie, en fait, décolle quand l'artiste s'en empare et quand l'artiste détourne la technologie. Et donc, il donne plein d'exemples dans un texte qu'il a écrit, et notamment la guitare. Et c'est un bon exemple, je trouve, sur le moment où la guitare électrique a décollé. C'est le moment où Jimi Hendrix n'a pas respecté la guitare, en fait. C'est-à-dire qu'il a dominé la technologie. Il a joué avec ses dents, il l'a brûlé, il l'a cassé sur scène, etc. Et en fait, paradoxalement, c'est le moment où la guitare a complètement explosé dans le monde et s'est vendue. Et c'est vendu partout dans le monde et s'est répandu dans tous les groupes. Et en fait, ça a changé le rock à l'époque. Et donc, il y a un lien tout de suite quand il y a une idée qui est intéressante, c'est vraiment de ne pas respecter la technologie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est une signature, j'ai essayé de vendre un jour à une grosse marque tech et ça n'a pas marché du tout. Mais je voulais que la marque dise disrespect technology, please disrespect technology. Et j'aimais bien cette idée de garder le contrôle. Et d'ailleurs, Prince en avait parlé. Hein. Prince, assez tôt, avait eu cette vision aussi sur ce qu'allait être l'ordinateur dans la musique, en fait. Et vraiment avait donné comme advice de vraiment de continuer à dominer, en fait, la technologie, de ne pas se laisser dominer par la technologie. Et nous, on a bossé un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire que sans admirer la tech.
C'est-à-dire on ne veut pas rentrer là-dedans. Parfois, il y a des travers, beaucoup dans les vallées où on admire la tech, for the sake of it, pour la tech, pour la tech, en fait. Et en fait, on essaye de ne pas être ça. C'est-à-dire qu'on s'intéresse que à l'artistic outcome. Et on est concentré là-dessus. C'est pour ça que sur une série précise, on va aller rechercher la 5.2 de Midjourney, par exemple, ou le bosser avec la 6, parce que on aime bien utiliser les tuners, par exemple, et pour ceux qui ont suivi cette période, et les combiner les tuners, en fait, et pour aller sur des styles intéressants, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement dans faut se jeter sur le nouveau truc. Et d'ailleurs, je voudrais rassurer tous ceux qui commencent à prompter et vraiment vous dire plusieurs choses. D'abord, soyez pas impressionnés, parce que ça sert à rien d'être impressionné. Il vaut mieux essayer de dominer la technologie et pas être impressionné. Il faut juste pratiquer, c'est tout. Et aussi, c'est vrai que c'est un peu étourdissant parce que toutes les semaines, il y a une nouvelle IA qui sort et donc on se dit, faut qu'on l'essaye absolument, etc. Pas forcément. C'est-à-dire que ce qu'il faut, bien sûr, c'est dans chaque studio, il faut qu'il y ait un créatif technologiste, et nous, on a quelqu'un de génial qui vraiment a cette passion pour la technologie et comprend la technologie, n'en a pas peur. Et donc, il nous aide tous. Mais je veux dire, on n'est pas tous obligés ni dans le marketing, je suis côté annonceur, ni côté agence, de connaître la technologie. Je veux dire, allez, je ne sais pas si les Daft Punk savaient comment ça marchait les samplings exactement. Je veux dire, technologiquement, comment ça marchait, comment le son passait jusqu'au speaker, en fait. Je ne sais pas s'ils savaient exactement, et peu importe, ils ont fait la meilleure musique avec ça. Et c'est ça qui est important, c'est ce qu'on en fait, en fait. Donc, c'est l'artistic outcome. Il ne faut pas se laisser impressionner. Il faut vraiment que les créatifs fassent front là-dessus. Ce qui est important, c'est l'artistic outcome, c'est tout. Et donc, d'avoir du goût et de la culture. Et donc, ce qu'il faut, c'est juste pratiquer, ne pas se laisser impressionner par la technologie, et voilà, et se concentrer sur ce qui nous fait plaisir. Et pareil sur les IA, c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus, il y en a partout, il y en a en Chine, il y en a aux US, etc. Mais ça ne sert à rien de les connaître toutes, en fait. Je parle pour le marketing ou la com, ça ne sert à rien de les connaître toutes. C'est un peu comme un instrument, c'est-à-dire qu'un guitariste qui est à l'aise avec une Gibson, qui continue sur Gibson, c'est très bien. Il n'y a pas besoin d'aller essayer toutes les marques de guitare. Forcément, c'est la question, c'est ce qu'on va en faire, c'est tout. Donc vraiment, je pense que c'est le bon mindset. Et de toute façon, elles se rattrapent toutes, les IA. On a vu Runway récemment. Hein. Le nouveau Runway, il a repris de l'avance sur plein de gens, sur plein d'autres AI. On est les partenaires, d'ailleurs, on est partenaires de Runway officiels. On est très fiers d'avoir accompli ça, parce qu'il y en a 5 ou 10 dans le monde. Et donc, notre studio est un des partenaires officiels de Runway. Mais par exemple, de toute façon, chaque fois que quelqu'un trouve une nouvelle fonction importante et intéressante, comme character continuation, par exemple, que tout le monde attendait, en fait, les autres vont de toute façon se battre pour avoir cette fonction. Donc, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans cette course à la technologie. C'est bien d'avoir une personne qui le fait, il faut. Mais pas tous, en fait. On peut vraiment... Moi, j'essaie de rassurer un peu là-dessus. Et puis, j'essaie aussi il faut pas... Moi, j'aime pas ceux qui utilisent la technique pour impressionner et, en fait, prendre l'ascendant sur l'autre. J'aime pas ça. Je trouve que c'est pas honnête, c'est pas un bon esprit. Il faut vraiment, au contraire, essayer d'expliquer que c'est pas très compliqué finalement. Et si vous pouvez parler, vous pouvez prompter. Voilà, faut vraiment. Et de toute façon, ça va être de plus en plus simple. Pour le coup, c'est vraiment un domaine dans lequel la technologie va nous rattraper. Et donc, le jour, un grand player comme Apple, parce qu'Apple, ils sont en retard quand même. Hein. Et d'ailleurs, c'est même incroyable qu'une boîte comme Apple soit en retard dans ce domaine, en fait. Mais le jour où Apple va rentrer, je veux dire, avec sa propre AI, etc., sans faire des partenariats et tout, ça va être, comment dire, ils vont arriver comme ils savent faire, c'est-à-dire en démocratisant. C'est ce qu'ils ont fait sur tous les outils. Hein. Donc, ils donnent l'accès de 7 à 77 ans à tous les outils. C'est vraiment leur mentalité. Et donc, évidemment, ils vont simplifier. Et de toute façon, la création demain, il ne faudra pas forcément connaître les flags, les modifiers et tout ça, parce que nous, on les connaît, mais je ne veux surtout pas qu'on frime avec ça. Parce que ça ne sert à rien. Parce que demain, la création, c'est, si vous êtes architecte, par exemple, c'est... Enfin, si vous voulez faire une maison, même pas, vous êtes architecte, vous voulez faire une maison, ce sera « fais-moi une maison ». Et donc, je ne sais pas comment, est-ce que ce sera des lunettes, est-ce que ce sera des écrans, est-ce que ce sera directement dans notre cerveau, je ne sais pas comment, par quel média, au sens, ce qui va nous emmener ça, je ne sais pas comment, et peu importe, mais en tout cas, ou en hologramme, je ne sais pas quoi, mais il y aura une maison qui sera devant nous. Et ensuite, il suffira de dire 4 chambres, il y aura 4 chambres. 4 chambres ensuite, et ça va changer, ça sera ensuite. Style Cape Cod, comme à Los Angeles. Ça va changer en style Cape Cod, comme à LA.
Et ensuite, j'ai une piscine. OK, piscine, boum, elle se construit. Une piscine qui impressionne mes potes. Et là, brrr, la piscine, elle change. Mais mon budget, il est de 1,2 million. Brrr, ça change encore. En fait, ça va être ça, la création. Ça va être un dialogue avec la machine. Et donc, dans le futur, ça va être, vous allez aller voir les enfants ou les petits-enfants à l'école, et il y aura sans doute encore quelques dessins sur les murs, mais il y aura un moment où le ou la professeur va press play, et on verra les films que les enfants ont fait de 5 ans. Parce qu'ils auront parlé à la machine, ils ont mimé un hippocampe dans le ciel avec mon papa et ma maman et le soleil, 2 soleils, un soleil rouge. Et on va voir ça, en fait. Donc, on va rentrer dans un monde où vraiment la création va se démocratiser. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Alors, en fait, nous, on s'intéresse à l'artistique outcome, et je vais vous montrer quelques séries. C'est juste pour parler de quelques points sur ces séries. Hein. Tout est sur notre website à Imagination, c'est imagination avec un A devant.com. Hein. Mais donc, ça, c'est quelques séries qu'on a fait au début, hein, c'était au tout début, mais j'aime bien la série, la 3e, par exemple, parce qu'elle montre, quand je dis better, c'est-à-dire que, par exemple, faire un shoot comme ça, pour ceux qui connaissent, donc, hugger des cactus, ça a l'air de rien, mais le faire bien, on a un film d'ailleurs, le faire bien, etc., c'est compliqué quand même. C'est vraiment une préparation, pour la pub, par exemple, c'est une préparation un petit peu compliquée, parce qu'il faut les props, c'est-à-dire qu'il faut faire des cactus qui piquent pas, soit avec des fausses aiguilles, soit réintégrer les aiguilles après en post-production. Enfin, pour ceux qui connaissent un peu les shoots, c'est compliqué. C'est-à-dire de vraiment hugger des cactus, que ça ait l'air vrai, etc. Avec l'AI, c'est pas compliqué. Un shoot comme ça, juste ces 4 images, le casting, les props, le truc. Pour tous ceux qui connaissent l'industrie, c'est quand même, j'ai peur de dire une connerie, mais je sais pas, c'est minimum quand même 2-3 mois pour faire cette campagne. Bien, en tout négocier, etc., et la lancer, etc. Et là, c'est un truc qu'on fait en une après-midi. Donc oui, forcément, ça va impacter notre industrie. Et oui, forcément, il faut s'y intéresser, parce que quand on voit ça, c'est important. Après, on peut jouer de plein de matières. Ça, on a commencé, nous, en fait, on s'est passionné quand la 5.2 est sortie, en fait. C'est vraiment là où j'ai enfin, quand je dis on, c'est globalement. C'est enfin là où j'ai réussi à engager les bons AD, parce que les bons AD résistaient, en fait. Et je comprends, parce qu'il y avait un style AI qui était en fait moche, et tout le monde se prenait pour des artistes, comme un peu au début des filtres Instagram. Tout le monde s'est pris pour un photographe. Quelques années plus tard, on a vu qu'en fait non. Mais donc moi, j'ai eu du mal à engager en fait les bons AD de l'agence avant la 5.2, où là vraiment ils avaient une maîtrise du style. Mais après ça, aucun problème en fait. C'est-à-dire qu'on a compris vraiment qu'on pouvait tout faire. Et je vais vous montrer quelques séries. Bon là, j'aime bien cette série en haut avec c'est le cheval, mais qui représente un peu la pureté du monde animal et ce côté trash des humains, quoi. Un peu la trash planète. Donc c'est toute une série comme ça, une 20aine d'images où il y a des décharges, et juste comme ça un cheval dessus comme ça. Je trouve ça, c'est vraiment j'aime bien le symbole. Et on voit une série très très Nike, très très emphatique, très héroïque. Et après, des enfants avec un peu le rêve derrière, avec le monstre dans le rêve. Une série en bas qui est assez artistique sur le herding, je ne sais plus comment on dit en français, cette maladie où on accumule plein d'objets. Et donc, ça pourrait faire une série assez artistique en bas. Je vous montre quelques exemples. Là, je trouve ça intéressant parce que, pareil, c'est l'univers vraiment des cowboys, etc. Mais c'est très cinématographique. Et en même temps, il y a un traité. Ça doit rassurer des AD de voir ça, parce qu'il y a un traité, ça va quelque part au niveau de la direction artistique. Après, je parlerai de la deuxième bande, mais un peu plus tard, en fait. Et là, par exemple, j'aime bien cette série, la deuxième. C'est un petit film qu'on a fait qui est assez ironique sur le human cloning, en fait. C'est en l'an je sais pas combien, et donc on a une voix off qui nous vend à quel point le cloning c'est extraordinaire. Le cloning humain, et quand on regarde ces humains, ils sont pas rassurants. Donc c'est un film un peu ironique sur le cloning qu'on a fait au tout début. Et la série juste en dessous, on voit qu'on peut vraiment explorer tous les styles, parce qu'on peut vraiment, là c'est un dessin un peu énervé. Et aussi, il y a un truc, dans la première série en haut, il y a un truc, et ça c'est important parce que c'est vraiment un changement de paradigme. Il y a des gens du marketing dans la salle, j'imagine. Il y avait un lien toujours entre argent investi et production value. Et ça, c'était vraiment dans notre industrie, c'était très clair. C'est-à-dire qu'on avait des briefs qui nous disaient attention, partez pas trop loin. Là-dessus, on a un petit budget, c'est un post Instagram, et il fallait pas trop délirer en tant que créatif. Hein. Et donc, on avait ce mindset-là, c'est-à-dire que peu d'argent égale faible production value visible, en fait. Et ça, c'est un truc qui a explosé en vol. C'est-à-dire que maintenant, on peut, avec un budget minuscule, avoir une production value énorme. Ça, c'est un nouveau truc, hein, globalement dans la création d'images. C'est complètement nouveau. On a cassé le lien
entre argent investi et production value perçu. Et donc ça, c'est pour ça que je trouve que la série, elle est assez intéressante. Et ça doit libérer les créatifs. Ça fait partie de la colonne des plus. Il y a une colonne des plus, une colonne des moins. Clairement, là, c'est dans les plus. Et là, j'aime bien cette page parce qu'elle montre, si vous êtes un peu pointu, les 4 séries sont réalistes. On peut dire elles sont toutes réalistes, toutes les séries. Elles appartiennent à ce monde-là, dans cet appartement-là. Et pourtant, on voit maintenant, et aucune image, by the way, aucune image n'est retouchée. Hein. C'est-à-dire que rien n'est retouché, même rien n'est recadré. On a fait attention, sur notre site, on a poussé un peu à l'extrême l'exercice en se disant, on passe que par le prompting. Et donc, on voit bien qu'on arrive maintenant, grâce à ces outils, à plus de maîtrise de vraiment pointu du style. C'est-à-dire que on a, par exemple, la première, c'est Istanbul Fishing Club, et je trouve ça vraiment... D'ailleurs, je mets vraiment au défi. Il y a même des défauts d'amateurs. C'est-à-dire que les photos sont mal cadrées, les lumières ne sont pas maîtrisées, et pourtant le casting est incroyable, les éléments sont incroyables, c'est vraiment une vraie photo. Mais ce que j'aime surtout dans ces 4 lignes, dans ces 4 bandes, c'est qu'on voit à quel point on peut maîtriser. La deuxième, donc c'est quelqu'un qui apprend qu'elle a un cancer, et donc on voit, c'est un moment assez poignant et assez émotionnel. On voit la personne se raser la tête. La troisième, c'est un peu sur la honte, un peu. Et encore très réaliste, mais on voit l'unité colorielle. On voit vraiment que c'est une campagne qui se dégage. Il y a vraiment une direction artistique, dans le sens, une direction pour l'art très claire. Et la quatrième, c'est une campagne qui est assez artistique sur des sacs plastiques, en fait, et assez subversive, on va dire, sur les sacs plastiques. Et en même temps, elle est troublante parce que on a pris les sacs plastiques, mais toujours avec des rayons de soleil à l'intérieur. Il y a un truc artistique, en même temps dérangeant. Ça reste des sacs plastiques. Voilà, mais c'est juste pour vous montrer qu'on arrive quand même maintenant à maîtriser vraiment. C'est des outils maintenant assez pointus, quoi, qui nous permettent d'avoir vraiment ce qu'on veut. Au début, ce n'était pas le cas, hein, c'était grossier ce qu'on avait et tout. Mais tout ça, c'est affiné, et vraiment, ça devrait rassurer tous les AD qui écoutent, parce que vraiment, aujourd'hui, on peut vraiment on peut arriver à des choses exceptionnelles. Par exemple, la 3e série, là, on s'est amusé à faire. Donc, c'est inspiré de Venice Beach, bien sûr, mais c'est pas Venice Beach, c'est Venice Studio, et avec une flavor un peu années 80. Donc, mais mine de rien, c'est beaucoup d'éléments pour la IA, quoi. C'est inspiration Venice, mais c'est Venice Studio, c'est pas le vrai Venice, et c'est années 80. Et on arrive à des résultats vraiment intéressants. Et ça, c'était vraiment, pour nous, c'est vieux, c'était Midjourney au début, etc. Donc, vraiment, on arrive à des choses de plus en plus intéressantes. Et surtout, c'est en fait, plus on pratique, plus on se rend compte que c'est en fait une invitation à réimaginer notre imagination. C'est une nouvelle façon de créer, en fait, aujourd'hui. Et là, je vais montrer aussi, moi, je prépare un talk qui va être How to do bad prompting. Parce que j'en ai un peu marre d'entendre les ayatollahs du prompting, en fait, avec des règles, en fait, tout ça va disparaître. Ce qu'il faut, c'est avoir du goût, de la culture. C'est ça le plus important, c'est avoir du goût et de la culture. Et d'être sensible. Nous, d'ailleurs, ça change aujourd'hui les embauches. On essaie d'embaucher des gens sensibles. Je veux dire par là, capables d'être émus par une couleur ou par une note de musique. Des gens qui ont encore ce radar un peu émotionnel, pas complètement cassé par la vie. Et c'est ça qu'on cherche, en fait. Parce que le reste, la machine va le faire. Mais surtout, il ne faut vraiment pas se laisser impressionner par la technique. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vous montre cette série. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand on a sorti AI Imagination, j'ai appelé Tim Nudd de AdEdge, et je lui ai dit, voilà, on y croit. Et on était la première agence de pub à vraiment y croire. Et au point, on a monté Paris, Shanghai, New York, LA. On a fait une propre marque, AI Imagination, parce qu'on pense que ça ne peut pas être un département, parce que c'est trop gros, la IA. Et donc, on a appelé AdEdge. Et quand donc Tim Nudd nous a fait un super article, il m'a demandé des photos. Et j'ai envoyé 400 photos. Et j'étais curieux de voir quelle image il allait prendre, en fait. Et je me suis dit, ce sera peut-être notre image. Et en fait, il a pris l'image en haut à droite. Et je sais pourquoi. En fait, il a pris cette série, du coup. Il a pris cette image en haut à droite, mais surtout, il avait 400 images. Les autres, ce n'était pas dans cette série, en fait. Et je sais pourquoi, en fait. C'est parce que je n'avais pas respecté les règles du prompting, en fait. Mais de la façon qu'un je sais pas, un Kandinsky, par exemple, a eu l'intelligence de ne pas être conventionnel, c'est-à-dire qu'il avait commencé, la légende veut qu'il ait commencé un tableau figuratif, et que la personne qui faisait le ménage avait retourné le tableau, en fait, parce que c'était le début du tableau. Et en fait, quand il est rentré dans son studio, il a trouvé ça mieux que son idée originale. Et donc
il s'est arrêté, il s'est inventé et donc il a mis pause en fait, il a inventé l'art abstrait en fait. Et donc c'est en ne respectant pas en fait les conventions de la peinture, et c'est énorme l'art abstrait ce que ça a déclenché. Hein. De la même façon, Pollock n'a pas respecté la façon de peindre en fait. Donc je pense que c'est pour ça que moi je prépare un talk qui va être How to do bad prompting avec tous les exemples de moments où on n'a pas respecté le prompting et on a eu des résultats intéressants. Et pourquoi je vous montre cette série? J'accélère un peu, on me dit d'accélérer pour aller au bout du deck. Et pourquoi j'aime ça? Parce qu'en fait, j'avais caché ce visage dans toute cette série. En fait, à un moment, je promptais des royalties chinoises et je suis tombé sur ce visage que j'ai trouvé fascinant par la force du visage. Et je me suis dit, mais vraiment, on sent tellement de force, on sent que si elle fait ça, on meurt. Il y a 100 personnes qui meurent d'un coup. Et en fait, ce visage m'a fasciné, en fait, et je l'avais mis en fond d'écran et j'étais fasciné par ce visage, par la puissance de ce visage, en fait, la force qui se dégage dans ses yeux, dans ce regard et tout ça. Et donc, en fait, j'avais glissé, en fait, son visage, mais pas en dash SRF, je n'avais pas imposé comme une ligne. Je l'avais vraiment glissé un peu dans la génétique, mais de façon random, comme ça, je l'avais mis sur une adresse URL et j'avais pris cette adresse et je l'avais mis simplement dans le prompt. Et j'avais prompté un truc classique avec des modèles, avec des tattoos on face, etc. Et en fait, elle est dans tous ces visages. Elle est dans ce garçon, elle est là, elle est partout, en fait. Et en fait, quand Tim Nod a choisi, du coup, cette série-là, j'étais content parce que je me suis dit, en fait, je savais pourquoi c'était puissant. C'était puissant parce qu'il y avait cette personne cachée derrière les autres visages. Voilà, en fait, et je me suis dit, mais il faut pas respecter les règles du prompting, on s'en fout. Il y a une boîte, il faut s'amuser avec, il faut essayer, il faut tirer le fil, il faut mettre sur pause à un moment. En fait, il faut vraiment se décomplexer et il ne faut pas laisser des techniciens, en fait, impressionner les artistes. Ce sont des techniciens. Il y a des techniciens. Il ne faut pas se laisser impressionner. Il faut vraiment que les créatifs gardent le lead là-dessus. Et pilote, quoi. L'important, c'est l'artistic outcome et la justesse par rapport à ce qu'on fait pour la marque. C'est toujours ça, quand même. C'est d'abord, est-ce qu'il y a une idée de marque intéressante et est-ce qu'on arrive ensuite à un storytelling intéressant et surtout, est-ce qu'on arrive à le faire avec goût, en fait. Et c'est ça le plus important. Le reste, on s'en fout. La machine qu'on utilise, même si c'est une vieille version de Midjourney, mais on s'en fout complètement. Ce qui est important, c'est le résultat. Et en fait, ça me peut vraiment poser des questions parce que je me suis dit, mais en fait, les images, depuis le début de l'humanité, c'est depuis la grotte de Lascaux, les Égyptiens de Vinci, etc. Ça a toujours été un peu magique. Et les jours modernes avec les Mad Men, avec les jeux vidéo, Hollywood et tout ça. Mais en fait, c'est toujours une poignée de gens, un peu une caste, en fait, de gens qui sait les images pour le reste de l'humanité, en fait. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que ça va exploser. C'est-à-dire que, enfin, ça explose, c'est même pas ça va exploser. C'est que ça explose. C'est fini. C'est-à-dire que maintenant, j'aime bien ce slide, c'est 8 billion prompters. C'est-à-dire qu'on rentre dans un monde de 8 billion prompters. Tout le monde va prompter. Prompter, ça veut rien dire. D'ailleurs, le mot lui-même, c'est juste donner une instruction. Le mot lui-même, ça veut rien dire. C'est juste donner une instruction à la machine. C'est juste dialoguer avec la machine pour qu'elle crée quelque chose. On ne faut vraiment pas se laisser impressionner. On rentre dans un monde de 8 billion prompters avec quand même des conséquences importantes pour les marques. C'est-à-dire qu'il y a un tsunami de content qui va arriver, mais exceptionnel comme on n'a jamais vu. Donc, il n'y aura pas de temps pour consommer ces contenus. Déjà aujourd'hui, je parle avec des CMO qui me disent on fait plein de trucs, on a 3 likes. Et ça va être encore pire, c'est-à-dire qu'on va avoir des trucs géniaux qui auront 1 like. Tellement il va y avoir de contenus en fait, qui vont arriver sur le marché. Et donc, quand on n'a plus trop d'argent, en fait, il y aura une dépréciation des contenus, ce qui quand même impacte vraiment notre industrie parce que obligatoirement, il va falloir se poser la question de du coup comment on vend. Et donc, puisqu'il y a une dépression des contenus extraordinaire qui est déjà en train d'arriver. Et donc, on va aussi changer les perspectives par rapport au légal sur ces contenus. C'est obligé, parce qu'il n'y aura pas assez de juges et d'avocats pour traiter les problèmes d'image. On a vu que l'Angleterre a un projet de loi déjà pour qu'il n'y ait plus aucun droit sur les images AI, et ça va arriver. C'est inarrêtable. Donc, en fait, il y a une grande question qui se pose, c'est comment, how do we stand out again? Et en fait, je pense que la réponse, elle est assez évidente, elle est sur le storytelling, c'est le bon vieux storytelling. C'est-à-dire que, et ça, c'est un besoin, parce que le storytelling, c'est un besoin. C'est-à-dire que on a besoin de respirer, sinon on meurt. Je crois que 2, c'est l'eau, sinon on meurt. 3, je crois que c'est le sommeil. 4, c'est la nourriture, je crois. Et 5, c'est les histoires. Donc, c'est pas un caprice, les histoires. C'est que notre journée entière est remplie d'histoires. L'histoire avec le voisin, l'histoire du fils qui est rentré tard, l'histoire au bureau, machin, l'histoire de Macron, machin, l'histoire de... Et en fait, il n'y a que des histoires. Et en fait, on est des boulimiques d'histoires. Si on les mange toute la journée, on mange comme des pop-corn, en fait. On mange des histoires. Et ça reste. C'est-à-dire que, peu importe, il va y avoir, bien sûr, une facilité à produire même des films intéressants, etc. Et je pense quand même que ça va aider d'une certaine façon le storytelling de marque. C'est-à-dire que vraiment se poser la question,
au milieu de cette tsunami de contenu, comment est-ce qu'on revient à un storytelling fort et des codes aussi très très forts. Parce qu'il faut vraiment imaginer que le marketing tel qu'on le connaît aujourd'hui va exploser en vol. Les règles du marketing vont exploser en vol. Comment garder les mêmes règles dans un monde qui va avoir 100 fois, 1000 fois, 10 000, peut-être 1 million de fois plus de contenu, avec le même temps pour consommer ces contenus. Donc nécessairement, les règles du marketing d'aujourd'hui et de la pub vont évoluer, nécessairement. Donc moi, je ne sais pas encore, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, je pense que la consistance de marque avec des identifiants extrêmement puissants va être important, mais il va falloir être beaucoup plus bold dans les identifiants des marques, en fait, beaucoup plus de personnalité et beaucoup plus de consistance dans cette personnalité graphique. Et ensuite, le grand storytelling de marque, c'est-à-dire que peut-être moins est mieux, peut-être, pour réémerger, en fait, parce qu'il faut tenir compte vraiment de dans quel environnement nos messages vont arriver, en fait. Et donc ça, c'est important, ça touche directement les social media. Donc, et aussi, ça pose une vraie question importante, c'est-à-dire que si on est honnête, les gens qui ont été promus dans notre société récemment, c'était des machines, en fait. Et d'ailleurs, c'était une qualité, on disait, oh, cette personne, c'est une machine. Non mais, attends, elle travaille jour et nuit, il n'y a aucune erreur, tout est parfait, etc. Et on avait un peu cette admiration de ces humains qui étaient devenus des machines, en fait, et qui devenaient les boss des départements et des boîtes, etc. Et en fait, ça explose en vol parce que la machine nous explose sur les qualités de la machine. Elle est plus rapide, elle est plus rigoureuse, elle se plaint pas, elle bosse 24 heures sur 24, etc., etc. Elle fait aucune erreur, elle est parfaite, etc., etc. Et donc, on va être obsolète face à la machine. On va être obsolète. On l'est déjà dans certains domaines. On se rend bien compte quand on joue avec GPT toute la journée. Et donc, qu'est-ce qui nous reste, en fait? Qu'est-ce qui nous reste dans ce truc-là? Et en fait, il y a un peu une prophétie à la Wall-E. Moi, j'ai adoré Wall-E parce que c'est ce petit robot qui finalement était le seul humain, en fait, du film. Le seul humain, c'était le robot. Et en fait, il réenseignait l'humanité à l'humanité. Et il y a un peu une prophétie à la Wall-E qui est en train de se mettre en place, dans le sens où la machine nous éclate sur les qualités de machine et donc nous pousse dans nos retranchements et nous pousse à nous reposer la question, mais qu'est-ce qu'on a comme avantage compétitif? C'est vraiment un avantage compétitif. Et en fait, notre avantage compétitif, il est dans les qualités humaines, donc l'émotion, l'intuition, l'imperfection, qui va peut-être redevenir intéressante, le sens de la beauté, le gut feeling. Il y a une agence extraordinaire qui s'appelle Gut Feeling. Ce qu'on sent dans notre ventre, point, tu vois. Et ça, c'est des choses qui vont revenir. J'ai fait cette conf au GITEX de Dubaï, et il y avait mon copain chez Kapoor qui a fait Elisabeth. Et il faisait la conf juste avant avec Sorel, et il est resté dans le public après. Il m'a dit, je suis totalement d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur les qualités humaines. Il m'a dit, tu as oublié la peur. Je lui ai dit, comment ça, la peur? Tu vois ça comme une qualité? Et il me dit, ouais, parce que moi, quand j'ai fait Elisabeth, j'étais terrorisé par Cate Blanchett, parce que c'était une telle actrice, je me sentais pas à la hauteur, artistiquement pas à la hauteur. Et en fait, je suis arrivé tous les jours sur le tournage avec la boule au ventre, j'avais tellement peur de pas être à la hauteur de Cate Blanchett. Je trouve l'histoire hyper belle. Et donc, on peut rajouter la peur, on peut rajouter plein de choses, mais il va falloir se poser la question de quelles sont les qualités humaines qu'on peut mettre face à la machine. C'est ça ou c'est l'implant à la Elon Musk, hein. Mais il n'y aura pas d'autre voie. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est les deux voies qu'on commence à observer. Donc, moi, je suis plutôt sur développer les qualités humaines, essayer de voir comment on peut les mettre quand même au cœur de ce système. Voilà. Et donc, la question, c'est, ça veut dire quoi, en fait, de redevenir humain? Et là, je vous donne quelques exemples parce que juste, je sais qu'on parle de social media. Pour moi, c'est important, on parle de social media et de contenu. Et bien sûr, aujourd'hui, les contenus, c'est 7 secondes. On n'est plus dans le gros storytelling du film de 90 secondes qu'on voit qu'une fois avec plein d'émotions. Ça, c'est vraiment un genre qui est mort, quasiment. Et donc, on rentre vraiment dans des formats beaucoup plus courts. Je montre juste, on fait très rapide, en fait. Je montre juste ça parce que je vois que Nicolas a apparu. Là, c'est un boulot qu'on fait. J'adore Longchamp, puis j'adore Sophie de La Fontaine, qui est vraiment géniale. Et on fait avec elle, en fait, on l'aide sur son TikTok. C'est-à-dire qu'on produit en fait des contenus. En début d'année, on lui produit 36 contenus qui suit un peu son calendrier commercial avec des grands thèmes, qui peut être le rose par exemple. Donc, elle nous donne ces grands thèmes du calendrier commercial. Et on fait la colonne vertébrale grâce à la IA, en fait, en vidéo. Donc, vous verrez sur son compte en vidéo. Ce qui n'empêche pas de faire aussi plein de contenu, elle, de son côté. Mais nous, en tout cas, on lui fournit dès le début de l'année une colonne vertébrale sur son TikTok, sur les thèmes en fait qu'elle veut développer, et c'est super intéressant. Et je pense que effectivement sur les social media ça s'y prête parce qu'on va pas l'idée d'aller booker un studio, un cheval, etc. Enfin, c'est vraiment une vieille idée. Évidemment, tous les contenus sociaux vont être faits
en AI, c'est certain, et ça permet d'aller plus vite, d'être moins cher, et surtout, c'est pas que plus vite et moins cher, c'est que vraiment ça permet d'aller explorer plein de choses créativement en fait. Parce que j'aime pas ramener ça qu'à un truc fonctionnel. Forcément, le purchasing department va toujours pousser en disant plus vite, moins cher, c'est top. Mais c'est pas que ça. Heureusement, c'est pas que ça. C'est vraiment intéressant artistiquement, créativement quand on plonge dedans. Alors je vais très très vite. En fait, il y a d'autres exemples sur Toyota, mais par exemple sur des images, on peut absolument changer. S'il y a des annonceurs dans la salle qui n'ont pas encore vraiment expérimenté, mais là on bosse pour Toyota Europe par exemple, et d'une image fixe comme celle-ci, on reconstitue un film complètement, même avec le visage de la personne. Une image fixe pareil. Donc on peut étendre en fait des contenus qui étaient faits pour un bout de catalogue et qui deviennent des films. On a décidé avec Nicolas pas montrer les films parce qu'on ne savait pas si la connexion serait assez bonne avec la montagne. Et donc on montre quelques images. Voilà. Mais en tout cas, évidemment, c'est un outil privilégié pour ça, pour les social media, évidemment. Eh bien, un énorme merci à toi, Frédéric, pour cette conf. Je pense qu'on peut tous qualifier d'inspirante. J'ai, pour ma part, particulièrement aimé, notamment, pour le coup, tout le storytelling, avec petite mise en abîme d'ailleurs, des émotions qu'on pouvait avoir, je dirais, en tant que créateur de contenu face à l'IA. Et je pense que tu as décrit à travers ton chemin le chemin de beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'audience. Et donc, c'est extrêmement inspirant comme discours. Donc, un énorme merci. Je vois qu'il est 16h50. Donc, nous n'aurons pas le temps pour les questions-réponses, hélas. Cependant, eh bien, comme disait Frédéric, contactez-le sur LinkedIn. N'hésitez pas à le contacter pour lui poser des questions. Hein, donc, AI Imagination pour créer voilà, réinventer le storytelling à l'ère de l'IA. Vous avez le QR code ici. Merci encore, Frédéric, de t'être levé en plus très tôt pour cette conférence. Merci à toi. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.